Lui a comme terrain de jeu les grands espaces, les cercles polaires, il les observe, les étudie. L'invité d'honneur de ce campus est un médecin de formation qui s'enquiert depuis plus de 40 ans maintenant de la santé de notre planète. Selon lui, il n'y a rien d'irrémédiable si nous revenons à un modèle tout simple. Ce modèle, c'est celui de l'économie circulaire de la nature. Il va nous expliquer tout cela. Merci d'accueillir Jean-Louis Etienne. Bonjour à tous, je veux bien être ce matin le professeur de sciences naturelles. C'est important d'incarner les choses pour les comprendre, donc ça vient d'être évoqué, je vais vous parler de l'écosystème Terre originel. Le système Terre originel, qui est le modèle parfait de l'économie circulaire. Donc la référence à la nature, c'est l'exemple parfait de l'économie circulaire qui repose sur trois choses fondamentales. Tout ce qui est avec trois pattes, le trépied, c'est solide, vous voyez. L'écosystème Terre, c'est la production primaire, tout ce qui est vert, la nature, partout où il y a de la chlorophylle, les arbres, les plantes, les prairies, aussi en mer, le phytoplancton. Ça, c'est la production primaire sur laquelle reposent toutes les vies, à terre et en mer. Puis vous avez les consommateurs végétariens, carnivores, etc., et de l'autre côté, les recycleurs. C'est de ça dont je vais vous parler, de cet exemple. Alors, la production primaire, c'est le miracle de la photosynthèse. C'est le privilège des plantes. Les plantes, si vous voulez, elles se nourrissent là où elles ont élu domicile. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles vont trouver de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Elles vont se nourrir du gaz carbonique qui est dans l'air sous l'action du soleil et nous donner l'oxygène. Ça, c'est le pigment de chlorophylle, tout ce qui est vert, c'est dans cette cellule-là que ça se passe. Donc les images reflètent effectivement à la fois à terre, ces images-là de vert, et en mer. En mer, l'océan, il n'est pas bleu. Enfin, il est bleu, il est bleu. Mais il est vert. Il est vert parce que toutes ces petites choses que vous voyez, c'est le point de départ de la vie en mer. Tout repose sur le développement de ces cellules chlorophylliennes qui constituent le point de départ de la vie maritime. Voilà l'illustration de ce que c'est que la photosynthèse, qui est à l'origine de toutes les vies. Vous voyez ce que je vous disais, les racines plantées dans le sol pour aller chercher les sels minéraux et l'eau, elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air, ce fameux CO2 là, qui nous cause des troubles. La nature, le pigment de chlorophylle capte le gaz carbonique qui est dans l'air et sous l'action du soleil, c'est pour ça que ça s'appelle photo, comme la lumière, synthèse, sous l'action du soleil, elle va faire son glucose, sa nourriture, elle va se développer grâce à ça, et elle va libérer de l'oxygène. Donc voyez l'importance de la position de la photosynthèse sur Terre. C'est le point de départ de toutes les vies. Ensuite, il y a les consommateurs. Les consommateurs, donc je vous parle du modèle de nature originelle. Les consommateurs, vous les avez tous là, ils sont carnivores, végétariens. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont leur instinct de chasse, de repérage. Ils connaissent leurs ennemis, ils connaissent leurs proies, leurs prédateurs. Tout ça s'est installé depuis des centaines ou des millions d'années, si vous voulez. Et ces consommateurs-là sont établis ainsi, ils n'en changeront jamais. Quand je dis jamais, c'est à l'échelle de l'humanité. Vous voyez, bien sûr, vous avez tous entendu parler de Darwin, il y a une évolution progressive, la nature change, mais sur des périodes très très longues. Et donc, ces consommateurs n'ont pas, si vous voulez, la capacité à réagir par rapport à l'activité humaine. Mais je vais y revenir. Donc la nature, production primaire, consommateur, carnivore, végétarien et recycleur. Là, c'est un travail absolument extraordinaire que fait la nature. Alors, vous les avez à l'image, il y a des carnivores, des hyènes, des vautours, des choses que l'on voit, mais une multitude de micro-organismes. Vous savez que dans le corps, là, dans vos corps, dans nos corps, on a davantage de bactéries qui sont à l'œuvre, si vous voulez, que de cellules dans notre corps. Tout ce que nous mangeons est recyclé dans le système intestinal pour arriver à sortir les nutriments. Mais ce recyclage, il est très performant. La nature est un recycleur extrêmement performant puisqu'elle va dégrader la matière organique donc des consommateurs végétaux ou les corps vivants
elle va en faire de la matière minérale qui va être l'engrais, si vous voulez, de la production primaire. Donc voilà comment fonctionne la nature en économie circulaire. Stabilité des moyens, stabilité des besoins. Stabilité, c'est un mot qui fait abstraction de ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution darwinienne qui est très lente, mais à nos échelles, à nous, c'est une stabilité de moyens, stabilité des besoins. C'est ça l'économie circulaire originelle de la nature, jusqu'à ce qu'arrive Superman. Nous sommes des mutants surdoués. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est capable d'imaginer des choses absolument extraordinaires. L'intelligence humaine est sans limite. C'est peut-être ce point-là qui est quand même encourageant en se disant qu'on a quand même les solutions. Et en un siècle, comme vous voyez, l'homme, nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces. Ce que vous disiez tout à l'heure, on a une telle prégnance sur la nature que toutes les espèces, elles ne peuvent pas subir l'assaut de l'humanité. C'est pour ça qu'on assiste à toutes ces pertes d'oiseaux, pour ne parler que de ça à l'heure actuelle, d'oiseaux domestiques qui disparaissent et beaucoup d'autres choses. Vous voyez, on est présent partout. Voilà. Donc, nous avons créé une économie, on est sorti de l'économie circulaire. Vous voyez, création d'appétit, de nouveaux besoins. Alors bien sûr, au centre de tout ça, il y a la démographie croissante, ça c'est un facteur important. Le marketing, chose que vous connaissez bien, et un entraînement vers une surconsommation qui crée effectivement des appétits de nouveaux besoins. Et ces appétits de nouveaux besoins demandent une production accrue de nouveaux produits. Et donc petit à petit, si vous voulez, on est sorti de cette belle économie circulaire naturelle. C'est une économie en spirale, vous voyez, dont il faut sortir de cette spirale-là pour revenir à une économie circulaire. Donc renouer avec l'écosystème Terre. Donc j'aime bien se reposer sans arrêt ce canevas de réflexion qui permet, quand on dit il faut faire quelque chose, ou chacun doit faire quelque chose, d'avoir ces points en tête. Qu'est-ce qu'on fait pour la nature ? Qu'est-ce qu'on fait en tant que consommateur ? Qu'est-ce qu'on fait en tant que recycleur ? Donc, je vous ai parlé de la production primaire. Soyons des consommateurs avertis. Ça, c'est quelque chose que vous côtoyez dans votre travail tout le temps. J'ai mis quelques exemples, effectivement, dans ces déplacements. Il y a une image que j'aime bien. C'est la maison qui est isolée de l'extérieur. Il se trouve, j'habite dans le quartier de Grenelle, Beaugrenelle, il y a des gros chantiers d'isolation de l'extérieur. Et il se trouve, c'est l'histoire, ce matin, le chauffeur de taxi habite là. Je dis, mais ils vous ont fait de l'isolation par l'extérieur. Ah, il me dit, ça a tout changé. Ça a tout changé, il me dit, cet été, il a fait moins froid, mais en termes de confort thermique, il m'a dit, on chauffe pratiquement plus. Et puis l'été, c'était beaucoup moins froid. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, de choses qui sont relativement simples et moins coûteuses. Le choix des électroménagers, consommer de préférence bio, arrêter d'être fada du caddie, hein, les fadas du caddie, une expression qui vient de me sortir à l'instant, les fadas du caddie. J'ai mis une petite machine là au milieu pour l'eau. Si vous avez un toit, enfin j'espère que tout le monde a un toit, c'est pas une expression, hein, c'est un vrai toit, vous voyez, une maison avec un toit, récupérer l'eau de pluie. Mais c'est cette multitude de gestes. Chaque fois que je m'adresse d'une manière générale, je vous propose une solution, elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire chacun d'entre nous dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Voilà, l'eau est un bien qui va de plus en plus manquer. Et donc si on peut récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin ou nettoyer la voiture si vous le faites, je ne sais pas, ce sont des gestes, il faut enclencher, si vous voulez, dans sa vie personnelle et professionnelle, un comportement écolo, on va dire, mais en ayant cette base-là de la consommation. Recycleur, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir, le recyclage. Quand on parle de recyclage, on pense toujours les poubelles, si vous voulez, les résidus, les détritus. En fait, j'ai fait une intervention il n'y a pas très longtemps à l'école centrale. Et donc, j'ai beaucoup développé ce côté recycleur parce qu'en fait, être recycleur, ce n'est pas s'occuper de ce que l'on jette à la poubelle ou ailleurs, c'est réfléchir en amont les produits qu'on va mettre dans la constitution des produits manufacturés doivent être tels que ce produit-là, il est capable d'être mis dans le recyclage et tout récupérer pour qu'il revienne, si vous voulez,
reconstituer le produit originel de départ. Et ça, c'est complexe. C'est extrêmement complexe. On parle de terres rares, vous voyez. Ça veut dire les terres rares qu'on arrive dans des cul-de-sac. Des cul-de-sac de choses, on se dit, bon, ça, on va peut-être pas pouvoir arriver à faire toutes ces lithium-ion ou ces batteries. Donc, on voit bien que les Chinois sont embusqués là-dessus. On se dit, nous, il faut qu'on se rate. Voilà. Mais il existe au Collège de France une équipe qui travaille sur des batteries qui fonctionneront au sodium. Du sodium, il y en a partout, vous voyez. La mer est faite de sodium. Le NaCl, le sel qu'on met sur la nourriture, c'est du sodium. Donc, voilà les travaux de recherche qui sont entrepris de manière à faire le plus possible de produits manufacturés à partir de produits qui existent en abondance sur Terre et qui sont, bien sûr, recyclables. Ça, c'est nous pêchons. Vous voyez, j'ai mis en bas à droite quelque chose d'intéressant, l'aluminium, par exemple. Bon, on voit qu'il y a du plastique, on essaie de se passer du plastique. L'aluminium, c'est recyclable à 100%. Il faut beaucoup d'énergie pour faire l'aluminium à partir de la bauxite. La bauxite, c'est le minéraux rouge qui permet de faire l'aluminium. Il faut beaucoup d'énergie en amont, mais une fois qu'on l'a fait, c'est rien du tout. 5% de l'énergie est nécessaire pour le recyclage de l'aluminium. L'intérêt de l'aluminium, c'est qu'il est léger. Vous voyez, on peut se dire, mais pourquoi on ne repasse pas au verre? Les bouteilles de verre, elles sont recyclables, mais transporter des bouteilles de verre, la consommation énergétique pour transporter des bouteilles de verre, vous voyez, c'est un impact énorme, quoi. Une c'est un exemple de choses quand on travaille sur des conteneurs, les conteneurs, les flacons, les choses comme ça. C'est une autre hypothèse, une autre source de matériaux. Je voudrais aborder le recyclage de l'eau. C'est important, l'eau. En effet, avec l'âge, on en perd un peu de la flotte, là, mais on est fait à 75% d'eau, vous voyez. Il y a des nourritures, il y a une multitude de choix de nourriture, mais il n'y a qu'une eau. Il n'y a qu'une eau, voyons. Et ça, on ne peut absolument pas s'en passer. On peut faire une grève de la faim pendant longtemps à condition de boire. Si vous regardez les urgences de vie, on ne peut pas se passer d'air. Au bout d'une minute ou 2 minutes, vous voyez, on ne peut pas se passer d'air. On peut à peine se passer d'eau pour quelques heures. On peut se passer de nourriture pour un moment. L'eau est extrêmement précieuse. Donc, j'ai mis là un peu tous les systèmes. Je vous ai mis le système d'arrosage, là. Épuration. Il y a des bassins d'épuration écologique qui sont intéressants. Alors, l'eau, si vous voulez, on peut arriver aujourd'hui, techniquement, on s'est transformé des eaux usées en eau potable. C'est quelque chose que l'on sait faire. Vous voyez, par osmose inverse. Une ville comme Barcelone, par exemple, qui avait des soucis d'eau, faisait venir de l'eau en bateau, qui venait de France d'ailleurs. Bon, maintenant, ils ont installé des usines de désalinisation de l'eau de mer. Ça consomme énormément d'énergie, vous voyez. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, l'eau est un bien extrêmement précieux qu'il faut préserver. On peut arriver, comme je vous disais, à faire de l'eau potable avec de l'eau de déchets. Ça va demander des investissements, mais c'est quelque chose auquel, effectivement, tout le monde pense. Avec les canicules qui arrivent, avec les problèmes de sécheresse que nous allons avoir, l'eau devient un élément de réflexion important. Donc, je vous ai parlé beaucoup du recyclage. J'insiste sur le mot recyclage. Il y a un truc qu'on ne sait pas recycler, c'est tout le CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère. On ne sait pas le recycler. Nous n'avons pas d'aspirateur à CO2. On ne sait pas le recycler, il est là, et il n'y a que la nature, vous allez voir, qui peut le recycler. Alors, quand vous émettez, par exemple, en 2020, l'humanité au sens large, tout le monde, nous avons émis 44 milliards de tonnes de CO2. Ça ne se voit pas, hein. Le coupable, il est invisible, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Et donc, on a toujours pensé, dans le développement de l'ère industrielle, qu'on pouvait tout envoyer dans le ciel, vous voyez. Ça partait dans le cosmos. Puis voilà, on a pensé qu'on pouvait tout envoyer, exactement comme dans les océans. C'est tellement grand, les océans, qu'on peut vraiment tout... Voilà, l'océan sature et l'atmosphère sature. 45% de CO2 de ces 44 milliards de tonnes, 45% restent tout le temps accumulés dans l'atmosphère. Ils restent là et c'est eux qui ont installé une serre autour de la Terre. Vous voyez ?
j'ai pris cette photo qui a été prise à la station spatiale. Elle est sur tous les ordinateurs. Vous voyez la petite couche bleue fine qui enveloppe la Terre? C'est ça l'atmosphère, vous voyez? C'est tout petit. Quand vous partez du centre de rotation de la Terre, là, si on descend avec Jules Verne au centre de rotation de la Terre, on fait 6500 km, on arrive dans l'amphi, là. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. Donc, vous voyez, arrêtons de penser que c'est un truc dans lequel on peut tout envoyer. C'est tout petit et ça charge. On charge de plus en plus. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille. Et ce petit, c'est tout ce qu'on a envoyé. La conséquence, aujourd'hui, c'est 1 degré en un siècle. C'est la température qu'a pris la Terre. 1 degré en un siècle. En médecine, on appelle ça une fébricule, une petite fièvre. Elle a pris 1 degré, vous voyez. Elle a 38 aujourd'hui, si on fait le parallèle. C'est 1 degré. Et on a perdu du temps. On en a fait un sujet de conversation populaire. T'y crois, toi, au réchauffement climatique? T'as vu, on se caille ce matin, t'y crois, toi? Voilà. Et tout le monde, oui, tu as raison, il raconte des carabistouilles. Et l'autre con là, qui nous racontait encore hier, vous voyez, cette espèce... Personne ne perçoit le réchauffement moyen de la planète de 1 degré en un siècle. C'est une mesure scientifique absolument indiscutable. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, comme toutes les fièvres chroniques, hein, on va aller voir le docteur, il faut qu'on s'en occupe. Ben oui, je n'ai pas bien, ouais, je suis un peu fatigué, oui, voilà. Puis un jour, il y a une complication qui arrive, on dit vraiment, il faut qu'on se soigne. Eh bien, on est là aujourd'hui. On est aux premières complications, mais qui sont déjà des signaux d'alerte sérieux, quoi, vous voyez. Et ça, c'est avec 1 degré. On a entendu parler qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 1,5 degré, ça c'est l'idéal. Et 2, 39, hein, 2 c'est 39, vous l'avez compris. Donc, limiter au maximum les émissions de CO2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Limiter au maximum les CO2. Donc, j'ai illustré, là, vous avez les énergies renouvelables, l'éolien, le vent, la biomasse. Il y a une énergie intéressante qui est tout à fait en haut à droite de l'écran, c'est la géothermie. On est sur un fourneau permanent qui est très très chaud, le sous-sol. C'est très compliqué, ce sont des investissements lourds, et ça ne se développe pas encore, sauf dans des lieux comme l'Islande, par exemple. L'Islande, qui vit sur un volcan, exploite au maximum cette chaleur qu'elle a sous les pieds. Ils sont passés pratiquement et bientôt complètement à l'hydrogène, puisqu'on parle d'hydrogène, bien sûr, mais pour faire de l'hydrogène, il faut de l'énergie, vous voyez. Donc en amont, on aura besoin d'énergie. La géothermie est intéressante. Il y a une chose que j'ai mise en bas. Bon, vous avez le photovoltaïque qu'on connaît. Et puis ces tubes-là que vous avez, c'est du solaire thermique. Le solaire thermique. Hein, si vous avez un jardin, vous avez un tuyau d'arrosage. Ce soir, vous allez arriver, vous allez arroser. Et l'eau, elle est très très chaude dans le tuyau. Mais ce n'est pas la chaleur qu'il a. Ce n'est pas la chaleur ambiante. Elle est beaucoup plus chaude que la chaleur ambiante. Le tuyau a capté le rayonnement électromagnétique du Soleil. Tout à l'heure, en sortant, vous ferez l'expérience, une voiture blanche, une voiture noire. Vous mettez la main sur la blanche, elle est chaude, mais elle est à température ambiante. Vous mettez la main sur une voiture noire, et là, vous allez vous brûler. Le noir a capté le rayonnement électromagnétique du Soleil. Si nous décidons d'aller au pôle Nord tous ensemble, on va s'habiller de noir, par exemple. Il fait moins 25, il fait une journée merveilleuse, il n'y a pas un nuage. C'est chaud, enfin chaud, c'est tiède, parce que le noir capte le rayonnement électromagnétique. C'est très développé en Espagne, en Grèce, on en voit beaucoup, en Italie. La France est en retard sur cette option-là, et on peut arriver, vous avez compris, ça n'a rien à voir avec la chaleur. Il suffit qu'il y ait du rayonnement électromagnétique. C'est comme le photovoltaïque. Il y a du photovoltaïque, en Scandinavie, en Allemagne, où ils ont moins de soleil que nous, c'est le rayonnement électromagnétique du soleil qui permet d'avoir de l'eau chaude, si vous voulez, de l'eau chaude pour la toilette, pour ses usages personnels, mais aussi pour le chauffage. Donc le solaire thermique est quelque chose qui n'est pas développé dans notre pays. Vous avez la méthanisation, ces dômes-là que vous avez verts, c'est de la méthanisation de déchets organiques. Hein, les déchets organiques sont enfermés, il y a une décomposition qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. C'est une fermentation qui produit du méthane. Vous avez une ville comme Montpellier où les bus fonctionnent au méthane qui vient de la dégradation anaérobie des déchets organiques. On en voit dans des fermes aujourd'hui, des fermes qui centralisent les déchets
déchets des fermes et ils font ça. J'ai mis en bas à gauche une illustration. On parle beaucoup de l'hydrogène. Ce qui est formidable avec l'hydrogène, c'est que la consommation d'hydrogène n'émet pas du tout de CO2, bien sûr. L'hydrogène, c'est H. Alors l'hydrogène, le problème, c'est qu'il y en a partout. Il y en a partout en abondance. C'est une des molécules qui est la plus abondante, un atome qui est le plus abondant. H2O, hein, ça vous dit quelque chose, ça, l'eau. H2O. CH4, c'est le méthane. Un carbone, 4 hydrogènes. H2O, 2 hydrogènes pour un oxygène. Mais pour extraire l'hydrogène de la molécule de méthane, il faut de l'énergie. Voyez ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on le consomme, par exemple, en ville, si toutes les voitures fonctionnent à l'hydrogène, vous n'avez plus aucune émission de gaz. Il y a des petites gouttes d'eau qui tombent au bout du échappement, parce que l'hydrogène que l'on consomme et qui va prendre l'oxygène qui est dans l'air, cette réaction-là, elle est exothermique, c'est une réaction qui produit de l'énergie dans la pile à combustible, et puis qui va refaire une molécule d'eau. Je me souviens, on faisait ça à l'école, on faisait de l'hydrogène. Vous le mettez dans un tube. Je fais comme ça parce que vous le mettez dans un tube à essai. L'hydrogène, il est plus léger que l'air, donc il va monter. Donc l'hydrogène est dans le tube, tout en haut. Vous tournez le tube, l'hydrogène sort, et vous entendez « pop !» parce que l'hydrogène a capté l'oxygène qui est dans l'air, et il a fait une petite bulle d'eau, une goutte d'eau, mais dans le « boop », c'est là qu'il y a une réaction énergétique. Et donc, c'est le phénomène inverse. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il faut électrolyser l'eau. C'est-à-dire, on met dans un bac à eau des anodes qui permettent de faire donc l'oxygène et l'hydrogène. Vous avez compris que, parce que je le répète, parce qu'on a le sentiment que l'hydrogène, c'est formidable. Oui, c'est formidable sur le lieu où l'on consomme. Mais quelle est l'énergie qu'on va utiliser en amont pour le produire? Alors, ce qui est intéressant, c'est dans des champs éoliens qui sont très grands. Par exemple, la nuit, si le vent souffle et que la consommation d'électricité a baissé, on a un trop-plein. Et là, on peut mettre des électrolyseurs et faire de l'hydrogène. Ça, c'est quelque chose qui est en route déjà, vous voyez. Voilà. Donc, c'était cette précision que je voulais apporter sur la notion de l'hydrogène et les batteries, bien sûr. On veut être des batteries, c'est quelque chose de très important parce que c'est une façon aussi de recycler l'électricité. L'électricité et l'hydrogène ne sont pas des sources énergétiques. Ce sont ce qu'on appelle des vecteurs. L'électricité, ça n'existe pas, sauf quand il y a des orages. Il faut la produire. L'hydrogène, c'est pareil, c'est un vecteur d'énergie. Il faut le produire. J'étais un peu... Ça va? Je m'énerve. Non, je ne m'énerve pas. Alors, je vous l'ai dit, seule la nature est capable de CO2. Donc, je vous ai parlé, il faut limiter au maximum les émissions, et il faut faire en sorte que la nature puisse recycler. Donc, à terre, il y a des images qui ont été bien diffusées tout à l'heure en introduction, à terre, la végétation absorbe 30% des émissions de CO2. 45% restent dans l'atmosphère, vous avez vu tout à l'heure, c'est ça l'effet de serre. La nature absorbe à terre 30% de cette émission et sur du vert, vous voyez. Reboisement, arrêter la déforestation, reboiser, réhabiliter les sols. Maintenant, on voit même à Bordeaux, où c'est du bon vin, même en Champagne, maintenant, ça y est, ils commencent à mettre de la végétation entre les lignes de vignes, si vous voulez. Il y a quelque chose d'intéressant. Planter des haies, si vous avez un peu d'espace d'un jardin ou de la terre, c'est gratos aujourd'hui. Vous déroulez un tapis avec des graines et vous avez des haies. La haie, c'est génial, parce que ça fixe le sol, ça amène de l'humidité. Et là, en bas, j'ai mis agroforesterie. Alors ça, c'est un truc que les céréaliers n'aiment pas, mais ils vont y venir. C'est planter des rangées d'arbres dans les champs céréaliers. Quand vous allez vous traversez ces champs céréaliers là, avec le train, là maintenant, ça pousse, mais c'est des déserts. Il n'y a pas un oiseau là-dedans qui peut se lancer, ni un lapin, il n'y a rien. Ce sont des déserts totaux, vous voyez. Et donc l'idée de faire l'agroforesterie, c'est de planter des rangées d'arbres suffisamment espacées pour que les moissonneuses-batteuses puissent passer. Un arbre, si vous voulez, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Ça permet de refaire venir des oiseaux, les oiseaux qui amènent, si vous voulez, des micro-organismes qui se développent là, qui vont combattre les pesticides, pas les pesticides, qui vont combattre les germes, si vous voulez. Vous voyez, c'est recréer un écosystème qui va défendre la culture.
Ça fonctionne très bien, ça se développe de plus en plus. J'ai fait une conférence à Dijon, j'avais à ma gauche le président des céréaliers, je fais ça, et il se retourne vers moi et il me dit « Attendez, là, vous êtes en train de nous foutre en l'air le business, quoi. On a besoin de sol, quoi. » Je dis « Mais je ne parle pas pour vous, je parle pour votre enfant, s'il prend la succession. Vous avez vu l'évolution des sécheresses, des canicules un arbre majeur, un chêne majeur, un être qui a 40 ans, transpire tous les jours, en ce moment, 250 litres par jour. Vous voyez ce que c'est, 250 litres par jour, un arbre qui émet 250 litres par jour. Parce que pour faire monter la sève, si vous voulez, faire monter la sève, les racines captent l'eau, il y a capillarité dans le tronc, et puis il faut encore de l'énergie pour là-haut, ça s'appelle l'évapotranspiration. Les arbres transpirent pour faire monter l'eau, et surtout, plus que l'eau, les sels minéraux, tout à fait là-haut. En Amazonie, il y a ce qu'on appelle les rivières flottantes. C'est tellement d'eau qui est évaporée que vous avez cette humidité qui flotte. C'est absolument fondamental. Donc, reboiser non seulement dans les champs, mais en ville aussi, bien sûr, ça fait de l'ombre, ça amène de l'humidité. On le voit bien qu'on est mieux sous un arbre à l'ombre des arbres qu'ailleurs. Et l'océan. L'océan absorbe 25%. 45% reste là-haut, 35%, c'est la nature à terre qui le reprend, et les océans absorbent 25%. De deux façons. Le CO2 se dissout dans l'eau. Plus l'eau est froide, plus il se dissout. Donc les océans autour des régions polaires sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Le CO2 se dissout, et puis tous ces petits organismes que je vous ai mis, là, le phytoplancton, je vous l'ai dit tout à l'heure, en mer, toute la vie repose sur ce phytoplancton. Ce phytoplancton sont des petites herbes planctoniques, des petites algues, qui est mangé par le zooplancton, qui est mangé par la crevette, qui est mangé par le poisson, et puis qui est mangé par nous, et les autres. Donc vous voyez, c'est le point de départ de toutes les vies. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la production primaire, elle est absolument essentielle pour stabiliser effectivement ces équilibres naturels. Donc, j'aime pas la notion de ce qu'il y avait pas le procès du siècle, l'affaire du siècle. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas un coupable. Vous voyez, nous sommes tous dans nos activités, et puis c'est monté depuis un siècle et demi à peu près, on est tous responsables de cette situation, et c'est une équation complexe que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a la démographie, il y a les besoins énergétiques qui vont s'accroître. Même si on va dans le sens de l'économie d'énergie, on voit très bien que les canicules qui sont en train de s'installer, si je parle de la France par exemple, on n'est pas un pays avec des climatiseurs. Voyez. Par contre, on voit bien qu'avec les canicules qui vont s'installer, ça va devenir un peu invivable, difficile, donc on va consommer pas mal d'énergie. Donc cette équation, démographie, énergie, climat, pollution, quand on en parle d'une manière globale, on a ce sentiment que l'on ne peut rien faire. Alors on se retourne vers papa à l'Élysée, si c'est pour la France ou ailleurs, et qu'est-ce qu'ils foutent? Voyez, si vous allez faire un séjour, j'ai vu qu'il y a l'ADEME qui est là, son président qui est là, auprès de gens qui réfléchissent à des solutions, c'est extrêmement complexe, c'est multifactoriel, vous voyez. La solution, elle est à la fois comportementale et elle est technologique. On a besoin de solutions technologiques. Quand un constructeur automobile fait une voiture qui consomme 2 litres au 100, par exemple, vous voyez, c'est un progrès colossal en termes d'émissions. Et donc, on a besoin de cette technologie et on a aussi, la solution, elle est aussi comportementale. Nous avons conscience de la situation. Personne n'ignore aujourd'hui l'impact de l'humanité sur l'environnement au sens large, le climat, la biodiversité. On a conscience de la situation. On a l'intelligence de solution. L'homme est un surdoué, un superman, un surdoué. Il est capable d'inventer des choses. On a conscience de la situation, l'intelligence des solutions. Et là, maintenant, il faut avoir l'audace de les mettre en œuvre. Quand je dis l'audace, c'est la décision à la fois industrielle, mais la décision politique, elle va demander de l'audace. On voit que c'est compliqué, parce que ça a des répercussions sociétales. Vous voyez, on a encore trois centrales au charbon en France. Voilà, donc on veut les fermer. On veut les fermer, mais ça soutient une économie importante. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment concilier effectivement cet abandon
de cette ressource qui est toxique pour le climat et transformer tout ça avec une solution sociétale. Donc, ça va demander du temps. Le mot de transition est fondamental. On est dans une transition qui va prendre du temps. On est dans une fièvre chronique de la Terre. On entre dans la phase des complications. Le traitement, il est urgent à mettre en œuvre. Et ce n'est pas que le médecin qui le dit. La solution, elle est en bas, là. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Et je le répète, parce que quand on a l'impression, quand on globalise mondialement le problème, on se dit, mais qu'est-ce que je peux foutre, moi? Et on s'en lave les mains, on dit, mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait, là? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font, les politiques? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui m'intéresse, c'est de recentrer l'engagement de chacun. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence, personnelle, familiale, professionnelle. C'est la seule façon qu'on aura de mettre en œuvre un traitement de la planète, une énergie circulaire, une économie circulaire qui est la solution. Je vous remercie.